Je vous remercie d'être ici pour cette troisième et donc dernière aussi conférence autour des fleurs d'Yves Saint Laurent. Étant donné que je fais souvent les choses à l'envers, on a décidé de finir ce cycle de conférences en retournant au sujet même de l'exposition, qui est le sujet des fleurs. Donc réfléchir en fait aux fleurs comme dans leur compréhension physique, naturelle, et de voir comment en fait ces fleurs, donc, dans leur aspect le plus naturel, ont pu être, et on le voit dans cette exposition d'ailleurs, une source d'inspiration pour la mode, pour Yves Saint Laurent, mais également pour les arts, et notamment l'art pictural. Pour discuter avec moi et pour nous éclairer bien mieux que moi je pourrais le faire, j'ai deux invités à mes côtés. Donc, premièrement, Estelle Zong-Mengual, qui enseigne aux Beaux-Arts de Paris et qui est là-bas titulaire de la chaire Habiter le paysage. Estelle est normalienne, elle a beaucoup travaillé sur la question de représenter le vivant. Et je suis également accompagnée de Marc Janson, donc vous saurez faire la différence de qui est qui, je pense. J'espère. J'espère pour toi. Qui est botaniste au Muséum national d'histoire naturelle et qui est aussi commissaire d'exposition et qui a notamment travaillé sur cette question du végétal et des cactus, entre autres, au musée Yves Saint Laurent à Marrakech. Donc on voit que quand on se trouve dans un musée où finalement l'idée est d'évoquer les fleurs d'Yves Saint Laurent, on s'interroge finalement sur la définition de qu'est-ce que serait une fleur pour Saint Laurent versus une fleur pour Dior ou une fleur pour Alaya. Donc on voit en fait, au travers des différentes salles de cette exposition, on a un aperçu de finalement comment, un effort définitoire autour de qui est cette, qu'est-ce que c'est cette fleur pour Saint Laurent en termes de source d'inspiration, en termes de symbolique, en termes de couleurs, etc. Mais Marc, j'aurais aimé que vous nous apportiez peut-être un éclairage plus botanique, plus scientifique autour de la fleur et en fait comment on pourrait la définir. Merci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux pour parler de ce qu'est une fleur pour Saint Laurent ou une fleur pour Dior, mais peut-être pour parler de ce qu'est une fleur pour une plante, pour commencer. J'apprécie beaucoup qu'on demande à un botaniste comme moi de venir parler dans cet auguste lieu de la mode de l'aspect plus botanique des fleurs. Donc ça commence mal, puisque ça commence par un crowbar assez affreux que vous voyez sur l'écran, qui ne sera pas rediffusé en ligne. Donc ceux qui nous voient en ligne n'ont pas la chance de le voir. Mais pour revenir peut-être à ce qu'est la fleur, alors en plus on se parle en ce début d'avril où évidemment les fleurs sont absolument omniprésentes, et on a peut-être du mal à imaginer que le monde n'a pas toujours été couvert de fleurs et qu'à l'origine, la fleur n'existait pas. Hein. Les plantes conquièrent les terres émergées à peu près il y a 470 millions d'années sans fleurs. On est dans un monde qui existe très bien par lui-même, pour lui-même, avec des normes évolutives qui lui sont propres, mais dans lesquelles les fleurs n'existent pas. La fleur, pour un botaniste, c'est un peu l'apothéose évolutive, ce qu'il y a de plus sophistiqué, ce qu'il y a de plus efficace pour assurer une sexualité, et ces premières fleurs, elles apparaissent il y a à peu près 140 millions d'années. Donc l'essentiel du monde végétal a existé sans fleurs, contrairement à notre espèce, qui a toujours connu un monde où les fleurs existaient, mais ça n'a pas été le cas pour l'histoire de la vie sur notre planète. Et donc une fleur, pour un botaniste, c'est avant tout une structure qui permet de protéger quelque chose qui est absolument essentiel pour les plantes, ce sont les éléments qui permettent la reproduction et donc la persistance. La fleur est éphémère, on va en parler ce soir, mais elle s'ancre vraiment dans une perspective d'éternité. Et vous avez donc des structures qui servent à la protection, qui sont à la fois les sépales, que vous voyez, ces structures vertes. Alors c'est vraiment une fleur typique, telle que vous pourriez l'avoir en tête. Botaniquement, c'est complètement faux. Les fleurs sont absolument multiples. Ce serait impossible d'avoir un schéma qui représente la diversité des fleurs, mais puisqu'on va parler de couleurs, et puisqu'on parle de fleurs voyantes et attrayantes, j'ai choisi ce schéma. Donc des structures de protection que sont les sépales, qui sont en quelque sorte ce qui enserre le bouton floral lorsqu'il est encore jeune et qu'il a besoin de protection. Des structures d'attraction, qui sont des structures colorées, en général assez voyantes et assez développées, que sont les pétales, que vous découvrez donc sur le schéma toujours. Et au cœur de la fleur, des choses peut-être parfois moins visibles, parce que cachées par tous ces organes d'attraction, cette espèce de festival de couleurs qu'on va évoquer ce soir. Et au cœur, donc, une partie mâle, quand on parle en tout cas d'une fleur bisexuelle, c'est-à-dire avec à la fois les organes mâles et les organes femelles, donc des étamines, ces petits fils d'or que vous devinez sur le schéma, qui sont parfois beaucoup plus nombreux. Et au centre, la partie femelle, le pistil,
dans lequel quelques ovules attendent qu'un grain de pollen venant d'ailleurs vienne assurer la pollinisation. Et la fleur est éphémère parce qu'une fois cette pollinisation assurée, eh bien, la reproduction va suivre son cours, l'ovule va devenir graine, cette structure centrale qui est le pistil va devenir le fruit, et donc plus besoin d'attirer de pollinisateurs puisque la fécondation est assurée. Les pétales, les sépales flétrissent, sèchent et tombent. Donc botaniquement, la fleur n'est qu'une existence absolument fugace dans la vie d'une plante, et on parlera ensemble tout à l'heure de tout ce que cette dialectique plante et fleur a aussi à dire sur la façon dont on perçoit ces fleurs. Alors tout ça paraît très harmonieux, très équilibré, très symétrique. Alors évidemment, encore une fois, il y a une grande diversité de symétrie et une grande diversité d'harmonie dans tout le panorama des plantes à fleurs que l'on connaît aujourd'hui, à peu près 350 000 espèces, donc autant de typologies de fleurs ou presque sont connues. Simplement, la fleur, elle n'est pas très harmonieuse finalement, parce que c'est aussi une grande manipulatrice. La fleur, son rôle premier, c'est d'attirer, c'est de séduire. Séduire des insectes, des animaux généralement, gardons l'exemple des insectes, qui viennent chercher au sein de la fleur plusieurs choses, mais si on veut rester assez généraliste ce soir, du nectar, c'est-à-dire du sucre. Et le sucre, vous le savez, n'a pas de couleur dans la nature. Donc si on se contentait que d'offrir du sucre, les insectes ne pourraient pas le voir, et c'est pour ça qu'avec l'évolution, les plantes qui se sont mises à développer des fleurs très colorées avec des organes très visibles ont attiré beaucoup plus d'insectes que les autres. Simplement, il y a toujours des tricheurs. Il y a des tricheurs chez les insectes et il y a des tricheurs chez les fleurs. Et les tricheurs chez les fleurs, c'est des fleurs qui vont attirer sans récompense, qui vont attirer les insectes pour qu'ils viennent chercher en leur sein les grains de pollen qu'ils vont pouvoir ensuite disperser sur d'autres fleurs pour assurer la fécondation d'autres fleurs, mais qui ne vont pas forcément trouver du nectar. Donc on a des cas de fleurs qui ne donnent pas de sucre et qui pourtant assurent la fécondation. Donc tout ce rôle, tous ces aspects aussi en lien à la sexualité chez les fleurs sont très importants, et pour ne pas monopoliser la parole et pour passer peut-être à un autre sujet que ce crowbar un petit peu moche, vous dire peut-être ces exemples que vous connaissez par cœur d'orchidées qui imitent par le lobe floral l'abdomen d'un bourdon femelle. Le bourdon mâle assez jeune qui vient d'arriver se laisse berner, va se poser sur ce lobe d'orchidées. C'est des orchidées européennes, on n'est pas dans les forêts tropicales, c'est vraiment des orchidées qu'on peut rencontrer facilement dans les prairies calcaires sèches de pas mal de zones de France et d'Europe. Eh bien, l'insecte, attiré par ce qu'il pense être une femelle prête à copuler, va se jeter sur ce lobe, va s'exciter sur ce lobe de la fleur, tant et si bien qu'il va se coller deux pollinies, c'est-à-dire deux sacs contenant du pollen sur le front. Il n'obtiendra rien d'autre, puisque cette copulation, évidemment, elle n'a aucune finalité. Alors, il va penser s'accoupler avec un insecte, mais bien évidemment, c'est une fleur. Donc la fleur va retirer le bénéfice de la pollinisation de l'insecte, puisqu'elle aura posé son pollen sur l'insecte qui partira au contact d'autres fleurs, et donc il assurera la pollinisation. Mais l'insecte, lui, n'a rien reçu. Il n'aura pas le bénéfice de diffuser ses gènes, puisque c'est une copulation qui n'a pas lieu d'être, qui est forcément avortée, puisqu'il s'agit d'un bourdon avec une plante, et non pas d'un bourdon avec un autre bourdon. Il n'a pas reçu de sucre, il n'a absolument rien reçu. Et donc c'est quelques exemples juste pour vous dire que sous cet aspect très chatoyant, très harmonieux, très beau des fleurs, se cache aussi un monde qui est plein de tricheries, plein de manipulations et plein de séductions à but parfois un peu égoïste. Merci pour cette explication et puis merci d'avoir utilisé d'avoir narré l'histoire de l'orchidée et du bourdon, étant donné que la dernière conférence, on a parlé de Proust, qui justement évoque cette métaphore, donc ça montre qu'il y a une cohérence et ça fait toujours un peu plaisir d'avoir une cohérence. Alors, on va continuer et on va s'interroger, comme on disait, sur ces ponts entre la nature et l'art. Et du coup, évidemment, on voit qu'on est dans une exposition qui traite précisément de la façon dont les fleurs sont approchées par un designer de mode. Donc on voit que finalement, les fleurs ne restent pas dans leur jardin. Elles sont cueillies ou extraites, on va dire, de ce jardin, et notamment dans l'histoire de l'art et de la peinture, on parle de peinture florale. Du coup, Estelle, je me demandais si on pouvait évoquer quelques jalons, évidemment on ne peut pas tout faire, mais évoquer quelques jalons de cette histoire de la peinture florale. Et je suis à votre disposition pour tout. Bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, ça va être tout à fait imparfait, puisque je ne peux pas décemment vous faire une histoire de la peinture florale en 30 minutes. Mais
on va dire que ce que je voudrais faire avec vous, c'est essayer de vous présenter ce qui m'a animée quand je me suis intéressée aux fleurs dans la peinture. Donc en plus, non seulement ça va être non exhaustif, mais en plus ça va être tout à fait biaisé, parce que ça va être vraiment à partir de mes problèmes qui, je pense, croisent aussi ceux de Marc à certains endroits. À savoir que quand j'ai commencé à m'intéresser aux fleurs, ce qui m'a vraiment surpris très rapidement, c'est l'omniprésence des interprétations symboliques pour expliquer la présence des fleurs dans des tableaux, qui parfois sont tout à fait justifiées. Par exemple, ici, dans cette œuvre de Corton, où vous avez ce fameux triple lys, une fois que vous l'avez vu, vous le voyez partout dans les peintures religieuses, qui symbolise la triple virginité de la Vierge. Mais on peut être vierge 3 fois, triplement plutôt. Et donc ici, qui est au centre de l'œuvre et qui vient évidemment rayonner de sens par rapport à la scène qui est autour. Mais parfois, par exemple, dans l'agneau mystique, alors ici on n'a pas une représentation complète de l'œuvre, mais c'est pas grave, on a juste des détails. C'est une œuvre qui est bien sûr très importante dans l'histoire de l'art, mais ce qui est très intéressant dans cette œuvre, c'est qu'il y a plus de 70 espèces végétales, et qui sont toutes des espèces florales, des plantes à fleurs, pardon, qui sont représentées. Et elles sont toutes représentées de telle sorte que probablement Marc ou un autre botaniste pourrait identifier. C'est 75, jusqu'ici aujourd'hui, en 2025, on est à 75 fleurs représentées. Ce qui pour moi est intéressant parce que du coup ça veut dire que ça me met sur la piste. Donc un historien d'art vous dira ce qui est vrai, c'est ça aussi que je voudrais arriver à tenir, c'est-à-dire que c'est vrai que les fleurs ont souvent un sens symbolique, mais la question que je me suis posée, moi, c'est est-ce qu'on pourrait aussi avoir une autre attention pour elles, c'est-à-dire ne pas s'arrêter seulement à leur sens symbolique. Donc, c'est une certaine performance pour un historien d'art d'arriver à trouver 75 significations symboliques pour 75 espèces végétales différentes, mais on peut le faire. Et donc, ça a été fait pour ce tableau-là. Mais évidemment, ma question, ce qui moi m'a commencé à travailler, c'est que je me suis dit, le fait qu'elle soit représentée de manière aussi précise, avec autant de soucis de rendre la texture de leurs pétales, leur silhouette, leur couleur avec autant de précision, c'est que probablement ces fleurs intéressaient les frères Van Eyck pour aussi autre chose que pour leur sens symbolique. C'est qu'aussi ils devaient trouver un intérêt à les observer, à les connaître, puisque évidemment les représenter avec autant de précision suppose de bien les connaître. Et donc là, on arrive évidemment dans la partie qui est sûrement plus familière sur l'histoire des fleurs dans la peinture moderne. Donc, c'est tout ce pan de la nature morte consacré à la représentation des fleurs. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le tableau de droite, puisque c'est un tableau là. Il faudrait faire des gros plans, mais on ne peut pas, mais ceux qui seront devant, on voit très bien, c'est qu'il y a énormément d'insectes, donc ce qui est quelque chose de récurrent dans la peinture hollandaise notamment, qui est le genre, on va dire là, l'école qui consacre, qui est très reconnue en termes de peinture florale, notamment au XVIIe. Il y a énormément d'insectes, vous voyez, qui sont autour du vase, sur les fleurs, etc. Évidemment, vous connaissez l'interprétation majoritaire de ces vases, à savoir l'éphémère de l'existence, etc. Donc, je ne vais pas vous faire l'injure de vous le rappeler, puisque c'est quand même une interprétation très très commune. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai découvert une interprétation d'un historien d'art qui s'appelle Alan Chung sur la présence de ces insectes, qui dit c'est comme si il fallait ces insectes pour que nous puissions profiter le plus possible de ces fleurs, comme s'ils étaient les mieux à même de pouvoir avoir accès à elles, de par leur taille, de par leur possibilité de se rapprocher, de pouvoir entrer dans les corolles par exemple, de pouvoir les sentir, tout ce qu'on ne peut pas faire en tant que regardeur d'un tableau. Et donc ça m'a vraiment intéressée, ça m'a mise sur la piste après quelque chose que j'ai exploré dans mes écrits, qui est avec tout, il y avait d'autres perspectives, des perspectives peut-être plus importantes que la perspective humaine sur les fleurs, et qu'il y avait des êtres à prendre en compte quand on pensait aux fleurs, et qui peut-être pouvaient
faire sortir les fleurs, je pense que c'est un peu le leitmotiv de je sens que ça va être le leitmotiv de cette conférence, faire sortir les fleurs un peu du côté inoffensif, purement esthétique, dans lesquels la culture occidentale les a trop volontiers, on va dire, cantonnés, alors même que, je pense qu'on va pas trop tirer les cartes, mais alors même que, j'espère qu'on va le dire, qu'elles sont extrêmement importantes. Donc voilà. Et ensuite, je sais pas qu'est-ce que... Ah oui, voilà. Ensuite, bon, on peut aller plus vite sur celle-là. Ici, c'était essentiellement parce qu'il y a ce... Enfin, si vous ne connaissez pas Fontaine-Latour, à mon sens, c'est un des meilleurs peintres de fleurs. Donc, je voulais partager ça avec vous, au sens où il a vraiment cette particularité je ne sais pas si vous le sentez, de donner vraiment un volume aux fleurs, une qualité de présence qui est incroyable. On a vraiment l'impression qu'elles sortent de la surface de la toile. Et donc, ça leur donne tout d'un coup, je ne sais pas comment dire, un poids qui est plus grand dans le bon sens du terme. Une présence solide comme ça, qui est plus grand que dans d'autres tableaux. Et on a presque l'impression, c'est une de mes étudiantes qui m'a dit ça, on a presque l'impression qu'on peut les sentir et presque les prendre dans le vase. Donc c'est vraiment, je vous encourage à regarder son travail parce que c'est vraiment magnifique. Voilà. Merci pour cette exploration rapide mais efficace de cette histoire de la peinture florale. Et du coup, Marc, je me demandais si, c'est quelque chose qu'on avait évoqué lors des réunions préparatoires, il y avait aussi tout ce travail un peu, très scrupuleux, t'en parlais Estelle justement du fait que dans l'agneau mystique, en fait, on ne fait pas des fleurs au hasard. Finalement, si on peut reconnaître 75 espèces de fleurs différentes, c'est qu'il y a eu un souci très clair de les représenter de manière fiable, de manière pertinente, de manière juste et exacte. Et du coup, effectivement, on peut s'asseoir dans un jardin et regarder les fleurs, mais je suppose qu'il y a eu aussi d'autres moyens, d'autres façons de faire de la part des artistes, de la part des peintres, d'autres ressources qui ont été prises en compte. Et du coup, je me disais que Marc, vous pourriez un peu nous guider autour de ces planches de botanistes qui avaient pu aussi inspirer l'art. Oui, et en fait, ce regard posé sur le végétal et cette envie de le décrire avec fidélité, il est propre aux artistes, mais il sert aussi évidemment à un but scientifique de description et de dénomination qui anime l'humain depuis très longtemps. La botanique, on la doit à Théophraste, donc on est vraiment dans l'Antiquité grecque, quand pour la première fois, une terminologie spécifique est développée pour caractériser les structures, les organes, les morphologies végétales, qu'on a grâce à Cratéus des premières illustrations qui sont relativement précises, suffisamment précises en tout cas pour les voir aujourd'hui, comme l'évoquait Estelle tout à l'heure, et quand on connaît un peu la botanique pour voir associer un nom de genre ou un nom d'espèce sur certaines de ces plantes. Très globalement et à la hache, tout ça disparaît, en tout cas se complexifie et se devient un peu flou pendant toute la période médiévale, chrétienne, occidentale. Et il y a cette espèce de renouveau extraordinaire à la Renaissance. Et gardons à l'esprit que ce regard nouveau porté sur le monde vivant, ce regard fidèle au modèle naturel, ce ne sont pas les scientifiques les premiers qui le développent ou qui le traduisent par le dessin, la peinture ou toute autre forme d'expression, on va en parler dans une minute, mais ce sont les artistes. C'est Dürer, c'est De Vinci, c'est leurs élèves, c'est toute une école qui, pour la première fois, va sortir du scriptoria des monastères et va poser un regard curieux, amoureux, fidèle, pour représenter les animaux, mais peut-être plus encore les végétaux, dans leur réalité naturelle. Alors évidemment, c'est un bouleversement au niveau des impressions, des ouvrages, des gravures, et on n'a pas assez de temps pour rentrer vraiment dans le détail, mais pour illustrer en quelque sorte cette espèce de compagnonnage extraordinaire entre art et science, la science étant au service de la description, de la compréhension, comme elle peut l'être encore aujourd'hui dans une institution comme le Muséum national d'histoire naturelle, et l'art évidemment étant au service d'une description fidèle, d'une traduction de certains éléments que les collections que nous étudions botanistes, qui sont globalement des herbiers, donc des plantes pressées et séchées, où la couleur a disparu, où le parfum est souvent l'odeur extrêmement affadie. Et dans toute l'histoire de l'histoire naturelle en général, mais de la botanique plus particulièrement, il y a ces duos, ces compagnonnages, ces trios, ou plus encore, d'artistes et de scientifiques. Et là, c'est une histoire assez magnifique. On parlait aussi de l'ancienneté de ce lien qui associe les fleurs aux êtres humains.
Je passe rapidement sur toute la symbolique antique des fleurs, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et donc là, on est avec Gaston d'Orléans. Gaston d'Orléans, c'est le frère de Louis XIII. Louis XIII qui est le fondateur du Jardin royal des plantes médicinales, qui est aujourd'hui le Muséum national d'histoire naturelle. Et Gaston d'Orléans est fou de plantes, il a ce château à Blois, il fait venir des plantes des quatre coins du monde, il en a les moyens, il en a la passion, et il va demander, pour garder la mémoire de ces fleurs, alors qui évidemment à l'époque était un luxe inouï, parce que vous connaissez peut-être l'histoire de la tulipomania qui vient quelques années après, quelques décennies après Gaston d'Orléans, mais il va développer, ou en tout cas demander à ce que grâce soit rendue à toutes ces fleurs qui composent sa collection, grâce à des vélins, donc une technique extraordinairement sophistiquée et luxueuse, donc de la peau de veau mort-né, préparée selon un rituel très particulier, qui atteint un niveau de finesse et de grain absolument exceptionnel, et sur lequel les plus grands artistes, alors là c'est Nicolas Robert, vont venir, avec des pinceaux parfois de 2 à 3 poils, pas plus, rendre l'infinitésimal détail que l'on peut observer sur ces fleurs. Donc ça, c'est une tradition qui s'est perdue relativement récemment au muséum. On a quasiment 4 siècles de production de ces vélins, avec évidemment des grands noms, les redoutés, et bien d'autres, Madeleine Passeporte, etc., qui ont mis au service de la science et du Jardin royal leurs compétences artistiques. Mais on est toujours... Alors, c'est à la fois passionnant parce que c'est une tradition finalement qui se maintient dans le temps, et c'est aussi passionnant parce qu'à travers ces 4 siècles, on voit comment la perception de la fleur a évolué. Puisque je vous ai évoqué de but en blanc tout à l'heure le rôle sexuel que la fleur a dans le monde végétal, en tout cas dans le monde des plantes à fleurs. Et pendant des siècles, cette fonction sexuelle a été complètement ignorée. Il faut attendre le XVIIIe siècle, Camerarius à Tübingen, pour que les scientifiques comprennent qu'il y a une sexualité chez les plantes. Pendant des siècles, les fleurs étaient là. Tournefort, grand professeur du muséum, pensait que le pollen était une forme d'excrément des plantes. On est passé à côté de cette notion de sexualité chez les plantes, qui était déjà complexe à assumer chez les animaux ou chez les humains. Alors chez les fleurs, vous imaginez, le végétal qui est toujours la portion congrue, le délaissé, le minorisé dans l'histoire en général. Comprendre que ces fleurs ont un rôle sexuel, ça a pris beaucoup de temps, et c'est tout à fait traduit dans l'évolution de la représentation de ces plantes dans une collection comme la collection des vélins, parce que vous allez voir petit à petit les détails des pistils, des étamines venir se placer dans un coin du vélin, à côté de ce cadre à leur fin, et vous voyez comment on a aussi une histoire illustrée de l'évolution du regard et de la compréhension du rôle de la fleur. Et pour poursuivre finalement à travers les siècles et rapidement dans cette espèce de passion que les formes du végétal ont pu jouer dans, disons, les arts décoratifs en général, peut-être revenir sur la diapositive juste avant, parce que je vous parle des fleurs, et donc en cela je suis moi-même discriminant. Les fleurs et les plantes à fleurs sont très importantes, et sont, comme je vous le disais tout à l'heure, une forme de perfection dans l'aboutissement de l'évolution. Mais le végétal, c'est aussi d'autres créatures, et donc les algues, par exemple, qu'on a un peu perdu de vue aujourd'hui, ont eu un rôle dans l'histoire des arts décoratifs absolument extraordinaire, et est conservé au Musée des Arts Décoratifs à Paris un album d'Augustin Baillier de Helles, qu'il avait d'ailleurs offert à Napoléon III, sur lequel vous voyez très directement comment se mêle la technique scientifique de l'herbier, puisque vous avez des algues collectées sur une plage, pressées, séchées à la façon d'un herbier, et comment est transposée sur le tissu, les morceaux de tissu associés, exactement cette même structure qui se lie en quelque sorte et qui imprègne, finalement, qui déteint quasiment dans son aspect formel sur les tissus qui sont représentés. Et puis ensuite, il a fallu des passeurs, parce que ce savoir scientifique et ce savoir botanique, il appartient quand même à une petite communauté encore aujourd'hui. On est quand même assez peu nombreux à s'intéresser scientifiquement à la forme, à la structure, aux caractéristiques des plantes. Et ces passeurs, ils ont vraiment explosé à partir, disons, de la deuxième moitié du 19e, fin 19e, début 20e. Où là, dans ces passeurs, on peut citer effectivement Verneuil, qui va faire en quelque sorte ces portraits presque simplifiés des structures des fleurs, tout en étant extrêmement rigoureux et fidèle au modèle vivant. On a une forme de simplification, de passation de ces savoirs à destination, comme vous le voyez sur la couverture, de la céramique, de la marqueterie, de la broderie, du tissu. Donc on est vraiment dans un usage très global à destination des arts décoratifs de ces modèles,
On pourrait citer Mathurin Méheux, on pourrait citer Eugène Grasset, et on a là, pour moi, une espèce d'époque absolument quintessentielle de ce que la science et l'étude des structures végétales dans toute leur diversité, qu'elles soient végétatives ou florales, mais vous voyez là encore que la fleur occupe une place absolument centrale dans ces représentations, a pu offrir au monde des arts décoratifs. Et peut-être un dernier mot, puisque j'évoquais le Jardin royal des plantes médicinales, qui est aujourd'hui le Jardin des plantes. À l'époque d'Henri IV, puisque avant Louis XIII, ce jardin existait déjà, il y avait déjà des collections végétales qui y étaient présentées. C'était un jardin où les brodeurs venaient en grand nombre pour s'inspirer de toutes ces plantes qui commençaient à arriver du bout du monde et qui servaient directement d'inspiration pour les brodeurs, pour produire les fameux habits à ramage de l'époque. Donc c'est une tradition ancienne, même si évidemment il y a une forme de formalisation de toute cette étude à destination des arts décoratifs qui explose, comme je le disais, plutôt fin 19e et début 20e. Génial, merci beaucoup. Je voulais juste aussi passer quelques images donc des collections de Saint-Laurent et notamment de cette exposition pour peut-être donner à voir aussi justement quelques interprétations des fleurs, peut-être de certains états de la fleur, certaines couleurs, certaines textures de fleurs qui sont... Enfin, je ne sais pas si peut-être ça vous inspire quelque chose quand je montre ces images, mais là on a quelque chose qui serait plus des aplats. Ici on serait plus proche de quelque chose avec du volume. Je ne sais pas si c'est très sens. Oui. Ça appelle commentaire. Non, mais si vous avez des... Non, moi, ce qui me touche assez dans ces représentations, notamment les œillets qu'on voyait précédemment sur la robe, c'est qu'en fait, ce basculement du regard sur le monde végétal et ce regard authentique, j'ai envie de dire, sur le végétal qu'on cherche à décrire et à représenter dans son exactitude et dans sa réalité, dans l'histoire de l'imprimerie, c'est Fuchs, donc on est au XVIe siècle, on a comme ça les premiers ouvrages de référence botanique qui arrivent, et ce qui permet de les distinguer des autres, c'est que sur ces ouvrages, on voit des feuilles qui ont été un peu crougnoté par un insecte, on voit des organes qui commencent à faner, on voit des expressions réelles d'un végétal qui est soumis au regard de celui qui doit le dessiner, donc ça dure des heures parfois, on reprend à plusieurs reprises, et finalement dans ces espèces de chaos presque de plantes où certaines sont retournées, d'autres on sent qu'il y a une forme de mollesse ou comme ça, de légère dormance qui arrive, je trouve que c'est très, en tout cas pour moi, ça évoque cette espèce de début d'un regard réel et sincère sur le végétal. Donc, en parlant de regard réel et sincère sur le végétal, on a l'impression que quand vous dites ça, ça suppose aussi une approche la plus poreuse possible avec la nature. Et justement, on a vu, vous avez évoqué, Estelle, vous avez évoqué la question de la symbolique. Donc, on voit que certes, la flore est une instance naturelle qui est étudiée par les botanistes. Il y a un effort scientifique qui est fourni pour en fait comprendre la fleur, mais on voit qu'aussi la fleur, elle est construite discursivement. Donc on a parlé de l'art, je sais pas, quand on parle de fleurs, on parle de poésie, vous imaginez Ronsard avec la fleur qui est en train de progressivement faner, comme les femmes, on fane. Bref, donc il y a tout cet imaginaire qui est bâti autour de la fleur, et on a l'impression que vraiment il y a une construction culturelle de la fleur qui vient se superposer à celle-ci. Et du coup, avant de vraiment plonger dans tout cet effort symbolique autour de la fleur, il y avait une autre chose qui posait question en guise de préambule, c'est aussi cette question de, finalement, depuis tout à l'heure, on parle de fleurs, mais on slalome aussi entre différentes notions. On parle de fleurs, vous avez parlé d'algues, on parle de végétal, et on a l'impression que la fleur, finalement, c'est devenu une espèce de notion fourre-tout. En fait, les gens vont évoquer les fleurs pour parler de plantes, ou c'est comme si c'était aussi une espèce de figure de proue qu'on allait mettre à l'avant de ce règne des végétaux, des plantes, et qu'en fait finalement elle allait faire office d'idée majoritaire. Du coup en fait, encore aussi quand on pense au jardin, par exemple quand on voit le jardin majorel, initialement peut-être quand on parle de jardin, on pense à un jardin avec des fleurs, je sais pas, on pense à Versailles, mais aussi on aurait des jardins fruitiers, on aurait des jardins de cactus. Donc en fait je voulais savoir ce que vous en pensiez justement, Marc, de cette réduction du monde végétal à la fleur. Pour moi la fleur est très révélatrice de notre époque, où finalement on parle du vivant, du naturel,
d'à quel point c'est important de se reconnecter au vivant, et pourtant une époque où on ne sait plus regarder, on ne sait plus nommer, on sait à peine ce que c'est qu'un pétale, toute cette leçon de choses un peu scolaire que je me suis permis de faire en introduction. Et c'est vrai qu'on ne sait plus exactement de quoi on parle, et l'histoire du jardin Majorelle, elle est aussi assez intéressante pour ça. Majorelle, donc, arrive au Maroc, c'est le centenaire enfin, c'était l'année dernière le centenaire du jardin Majorelle, donc au début du XXe siècle, 1923. Et Majorelle est fils de Louis Majorelle, donc tout cet art nouveau, tout ce regard sur le végétal, Nancy était extraordinaire pour ça, quand on parlait de ce compagnonnage entre art et science. Toute l'école de Nancy s'est faite avec des pépiniéristes, des serres, des hybrideurs, des botanistes qui travaillaient autour de Nancy, à l'intérieur de Nancy, et qui fournissaient en quelque sorte la source d'inspiration. Et donc le végétatif, la tige, la feuille, le bourgeon étaient des éléments absolument essentiels dans les travaux de l'art nouveau. Et quand Majorelle arrive à Marrakech, il va suivre des codes qui ne sont pas du tout les codes islamiques, arabo, andalous, etc., des jardins qu'on pouvait rencontrer à l'époque, mais il va implanter des palmiers, des bambous et des cactus, c'est-à-dire des plantes qui ne sont pas vraiment célèbres pour leurs fleurs, parfois à tort, parce que les cactus ont des floraisons assez extraordinaires, mais on ne va pas rentrer dans le détail ici ce soir. Et finalement, quand Pierre Berger et Saint-Laurent rachètent le jardin en 1980, c'est plutôt Saint-Laurent, le coloriste, qui va prendre le dessus. Vous savez, l'extrême maîtrise que Saint-Laurent pouvait avoir de la couleur. Et de ce jardin qui était une espèce de mosaïque extraordinaire, de teintes de verre très différentes, d'architecture végétale très sophistiquée, parce qu'en plus Majorelle plantait avec un grand isolement entre chaque sujet. On n'est pas du tout dans un fouillis, on est dans quelque chose d'extrêmement structuré et pensé, où le regard traverse en permanence, qui est finalement ce que moi je qualifie d'une approche très botanique, parce qu'en un regard, on voit la forme, la structure, on arrive à identifier la plante. Eh bien, petit à petit, Saint-Laurent va avoir une approche beaucoup plus classique, ou en tout cas proche d'un jardin comme l'évoquait Sarah, avec une multitude de floraisons, avec un foisonnement végétal. Et la quintessence, c'est effectivement ces bougainvillées qui ont tant inspiré Saint-Laurent. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais vous pouvez retrouver d'ailleurs, je crois même, dans ce qui est exposé dans cette salle ce soir, des allusions au bougainvillé du jardin Majorelle. Et donc l'histoire de ce jardin, c'est aussi l'histoire de cette fleur qui est devenue, qui a complètement annihilé le reste de ce qu'est la plante. Tout ce qui est éphémère a pris le dessus sur tout ce qui est longévif, toutes ces tiges, toutes ces racines, toutes ces feuilles qui persistent parfois à travers les siècles, voire les millénaires. Vous savez à quel point le végétal a une longévité qui nous stupéfait et qui nous fascine. Et la fleur, cette espèce de météore végétal qui dure quelques heures, quelques jours, eh bien, est devenue une espèce de drapeau qui couvre comme ça, de sa couleur et de son parfum, tout ce qu'est la réalité du monde végétal, parfois beaucoup plus complexe et beaucoup plus sophistiqué que ne peut l'être la fleur, mais ça en dit long aussi, je crois, sur notre époque et ce que l'on voit encore et ce que l'on perçoit encore du monde vivant et du monde végétal en particulier. Et vous évoquiez justement les talents de coloriste de Saint-Laurent, que finalement c'est ces talents de coloriste qui le poussent à envisager peut-être les floraisons, en tout cas la constitution du jardin. Estelle, vous parliez du fait que vous vous intéressez aux insectes et à ce phénomène, cette interaction qui existe entre les insectes et les plantes. Et du coup, je voulais savoir, dans les représentations florales, que ce soit dans la peinture ou même dans la mode, est-ce que vous voyez qu'il y a des moments ou des aspects de la fleur qui sont privilégiés alors que d'autres seraient invisibilisés? Vous parliez par exemple des insectes, est-ce que ça fait partie vraiment d'une discussion globale? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des éléments qui sont mis de côté au profit d'autres éléments qui deviennent prépondérants dans la compréhension de la fleur? Donc, en histoire de l'art, ce qu'on observe, c'est que donc à la fois il y a cet aspect symbolique qui prend beaucoup de place, et quand cet aspect symbolique n'est pas convoqué, on explique la présence des fleurs par leur forme, la difficulté, leur beauté et leur forme qui se mêlent en même temps, c'est-à-dire une intrication des fleurs, un détail qui, pour le peintre, devient une sorte d'exercice technique de virtuosité et qui aussi expliquerait l'intérêt des peintres pour les fleurs.
Et quand je travaillais sur les fleurs, je me disais, c'est étrange parce que quand on parle de la fleur comme symbole, en vérité, on parle essentiellement de nous. C'est-à-dire, on tire la fleur vers nous, c'est comme si elle nous intéressait, si elle pouvait parler de nous. Mais parfois, je me suis demandé si c'était pas aussi, quand c'était la seule relation qu'on avait aux fleurs, je me suis demandé si c'était pas aimer mal, au sens où on l'aimait juste pour ce qu'elle nous renvoyait de nous-mêmes, sans intérêt pour la manière de vivre de la plante dont elle n'est seulement qu'une partie, encore une fois. Et puis, l'intérêt pour la forme, je me suis dit, c'est toujours ambigu la forme, parce qu'à la fois, on est fasciné par la forme des fleurs. C'est pour ça qu'elles sont partout dans les œuvres picturales, sur les robes, même, je veux dire, voilà, je porte une fleur, un collier de fleurs, sûrement chez vous aussi, dans la décoration intérieure, énormément de fleurs. Donc je me suis dit, voilà, donc il y a quelque chose, j'ai essayé d'explorer ce lien qu'on avait avec cette fascination pour la forme, qui parfois est aussi décorrélée de la manière de vivre, de l'existence de ces plantes. Pierre Letagui, qui est un botaniste, a cette phrase magnifique, il dit, en parlant des plantes à fleurs, il dit « Leur différence prodigieuse ne fait plus ni question ni sens. La notion de la plante comme être, c'est complètement perdu. » Comme si on ne voyait plus que le motif. C'est ça le risque quand on se concentre trop sur la fleur comme forme, c'est qu'on ne voit plus que le motif. Mais malgré tout, je trouvais ça beau quand même, cet attachement qu'on avait pour la forme des fleurs, pour leur beauté. Et c'est là qu'arrive cette énigme qui nous ramène aussi à cette histoire de couleur des fleurs, qui est bien sûr un des grands intérêts des peintres pour la représentation de fleurs. C'est qu'on trouve les fleurs si belles et si fascinante formellement, alors que tout ce qui fait une fleur, comme l'a rappelé Marc, n'a de sens qu'à l'aune d'êtres que nous ne sommes pas et qui sont, hélas, et qui sont leurs pollinisateurs. C'est-à-dire que tout ce qui fait une fleur, sa forme, sa couleur, son parfum, ne sont que des signes envoyés vers les abeilles, les papillons, les oiseaux pollinisateurs, myriades d'autres insectes. Je nommais que les abeilles, mais c'est tout à fait une injustice faite au règne des insectes. Les chauves-souris, les gastéropodes, toutes sortes de choses. Voilà. Elles fascinent tout le monde, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et donc là, on a vraiment une énigme quand même qui je n'ai pas résolue. Mais peut-être que Marc, tu as une hypothèse là-dessus, qui est on trouve incroyablement belles les fleurs, alors que tout ce qui fait qu'elles sont ce qu'elles sont formellement a été fait pour d'autres êtres que nous, dont on estime qu'on n'est pas tout à fait pareil, on n'est pas tout à fait comme la chauve-souris. Alors bien sûr, on a une ascendance commune avec tous ces êtres, puisqu'on partage tous cette aventure d'être vivant sur cette terre, avec des millions d'années en commun. Mais malgré tout, ça pose quand même une question très grande. Est-ce qu'on serait attiré par-delà les règnes, par les mêmes choses, par les mêmes caractéristiques? Et du coup, ça m'a un peu réconciliée quand même avec juste la fascination formelle pour les fleurs, parce que je me suis dit, si à chaque fois qu'on trouve une fleur belle, on arrive à penser qu'elle est aussi attirante pour un autre être non humain, pour un autre être que nous, alors tout d'un coup, c'est comme si on réouvrait le monde des fleurs au lieu de la cantonner à être de la décoration, un motif, quelque chose comme ça. Est-ce que tu as une hypothèse? Alors, je n'ai pas d'hypothèse, malheureusement. Je dirais simplement, pour citer Darwin, qu'en termes évolutifs, c'est-à-dire comment une fleur, comme le dit Estelle, peut séduire tout autant un scarabée qu'une chauve-souris, comme on le disait, ou une abeille ou un humain. Dans l'origine de cette fleur, comment elles sont véritablement apparues, comment la plante a réussi à mettre en place des organes aussi complexes, Darwin lui-même parlait d'un abominable mystère. Donc on est encore dans une époque où, je vous disais, les dates, c'est 140 millions d'années pour les premières fleurs apparues sur Terre. Probablement qu'à la faveur de découverte de nouveaux sites fossiles, etc., c'est encore une temporalité qui va reculer. Donc il y a encore énormément de choses à comprendre sur la véritable origine, la véritable vocation de ces fleurs. Mais je suis assez d'accord avec toi, Estelle, sur le fait qu'il y a quelque chose que je trouve finalement très beau.
il y a assez peu d'expression du commun que tous les êtres vivants, disons tous les êtres animaux qui peuplent cette terre peuvent vraiment exprimer. Et ce que j'aime dans un... Alors, on a un amour, les fleurs peuvent avoir un amour un peu vache, nous aussi on peut avoir un amour un peu vache pour les fleurs, mais finalement, dans cette fascination, là c'est le printemps, vous avez vu, tout le monde s'arrête, ah, qu'est-ce que c'est beau, ah, on sent cette odeur, ce parfum au jardin des plantes, tous les jours, on voit des masses venir autour du cerisier japonais qui est en fleurs. Moi, j'y vois un espèce de commun, de goût, d'évolution, de partage, et je trouve ça assez rassurant. Ouais. Sur un ancrage commun dans une attraction, ou en tout cas des grands motifs d'évolution que l'on partage tous autant que nous soyons animaux. Et si on s'extrait un peu de l'aspect formel, bon, Estelle, ça va vous contrarier parce que vous n'aimez pas trop cette dimension symbolique autour de la fleur. Mais je voulais savoir si peut-être on pouvait faire un petit parcours aussi autour des symboliques de la fleur. D'ailleurs, dans le catalogue de l'exposition, que je vous recommande de vous procurer, dans le catalogue de l'exposition, Marc, vous faites justement un arpentage autour de la signification du lys, par exemple, de la rose, et j'en passe. Et en fait, encore une fois, là aussi, il y a une symbolique qui s'attache non seulement à l'espèce de fleur, mais aussi, comme on disait tout à l'heure, on sort avec un moment, c'est une symbolique qu'on va rapprocher de la féminité, de la beauté, de la religion également. Donc, je voulais savoir un peu ce que vous aviez en tête. Alors, c'est pas un sujet que je maîtrise parfaitement. Par contre, ce qui est fascinant, c'est que, et pour revenir peut-être à ce qu'on évoquait avant, je pense qu'on est nombreux en tant qu'humains à se demander pourquoi on est autant fasciné par les fleurs, pourquoi on s'arrête autant devant. Et je pense que de tout temps, on a quand même essayé d'inventer quelque chose, de coller quelque chose autour de cette fascination et de cette attraction irrépressible. Et la fleur est quand même particulièrement propice à ce qu'on disait, toute la symbolique antique, la symbolique actuelle, etc. Et je pense que peut-être qu'une partie de notre questionnement autour de pourquoi sommes-nous autant fascinés par les fleurs est passée par cette espèce de symbolique qu'on a associé en tout temps et dans une quantité de culture absolument extraordinaire autour de ce que représente la fleur. Donc voilà, le lys est censé représenter la pureté. Pourquoi plus le lys qu'une autre fleur? Il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle ou scientifique, ou en tout cas je ne les connais pas. Mais ce qui est beau, c'est que pendant très longtemps, je ne sais pas si ces choses-là sont encore très connues, il y a eu un véritable apogée de toute cette symbolique des fleurs. Il y a le langage des fleurs, c'est cité dans le catalogue d'ailleurs de Charlotte de la Tour. Il y a eu énormément Granville a fait des illustrations sur les fleurs savantes, etc. C'est quelque chose qui était très très fort au fin du 19e et début du 20e. Aujourd'hui, peut-être qu'on connaît moins ce genre de choses, mais c'était aussi une façon peut-être de voir les fleurs pour quelque chose d'un peu plus fort ou d'un peu plus profond que le simple intérêt, comme disait Estelle tout à l'heure, que le simple intérêt esthétique et purement d'appropriation comme on peut l'avoir aujourd'hui. Et en cela, je trouve ça assez intéressant. Après, j'imagine qu'on n'a plus le temps, c'est ça? Non, allez-y. Moi, je voulais juste revenir peut-être sur la diapo précédente. Celle-là oui, il faut revenir un tout petit peu sur le rôle du jardin et le rôle des scientifiques et des pépiniéristes au niveau de toutes ces plantes. Donc ces plantes, elles sont arrivées au fur et à mesure de notre histoire. La plupart sont arrivées très récemment en Europe. Donc on a commencé à les connaître. Le chrysanthème, par exemple, c'est 1789, donc on est vraiment à la fin du 18e. Et cette fascination a été telle qu'on a eu des générations de pépiniéristes, généticiens par la suite au XXe siècle, qui se sont, un peu à l'image de tout ce que la chimie a développé au cours du XVIIIe et plus encore du XIXe siècle, dans tout ce qui est coloration des tissus, qui fait baisser le coût, bien sûr, de production, mais qui arrive à une diversité de couleurs absolument extraordinaire, pour faire l'écho aussi avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'aspect coloriste de Saint-Laurent. Et bien de la même façon, dans leur pépinière et dans leur laboratoire, les pépiniéristes vont travailler à la création d'une multiplicité de couleurs absolument extraordinaires, qui va là encore servir les artistes, les arts décoratifs, tout ce qu'on a évoqué avant. Et ça, c'est un ouvrage unique, qui est vraiment extraordinaire. C'est des centaines de pages. C'est le répertoire des couleurs. Alors, j'ai plus le titre exactement en tête, parce qu'il est assez long. Pour aider à la détermination des couleurs, des fleurs, des feuillages et des fruits. Voilà, et c'est fait par la Société des chrysanthémistes, qui vont, page après page, sur ces centaines de pages, vous donner une forme de pantone de toutes les couleurs que l'on peut rencontrer dans le monde végétal à l'époque, et qui va précisément les associer. Je ne sais pas, je doute que vous arriviez au fond à lire clairement ce qui est associé à chaque couleur, mais c'est d'une rigueur, c'est vraiment le cultivar, Madame Lordren, du Magnolia,
ceci, cela. C'est vraiment extrêmement précieux. Alors là, j'ai associé ça évidemment à la bougainvillée, puisque c'est évidemment une fleur difficilement évitable en évoquant Saint-Laurent. Mais vous avez des centaines de pages qui vous montrent à quel point cette production, cette diversité des couleurs était vraiment un art à part entière développé par les pépiniéristes à l'époque. On est au tout début du XXe siècle. Aujourd'hui, est-ce que ces variétés existent encore? Est-ce qu'on a su les conserver? C'est une vraie question à laquelle je crois que malheureusement j'ai une partie de la réponse. On a encore quelques images. Propose. Si je peux réagir là-dessus. Si je peux. Ce qui m'a beaucoup frappé, si on regarde la photographie notamment de droite, hein, qui est très, très connue, de Nobuyoshi Araki, j'ai lu ça dans un texte par un botaniste, je ne vais pas retrouver son nom, un botaniste américain, Stephen Buchman, qui parle de cette expérience très étrange que font les photographes de fleurs, dont je fais partie de manière tout à fait amatrice, mais je veux dire, on s'est tous retrouvés, j'imagine, une des expressions de notre intérêt pour la beauté de ces fleurs, c'est de les prendre en photo. Et donc nous cherchons comment la bonne photo, et de manière, je dirais, relativement systématique, en fait, la bonne photo, le bon angle, c'est l'angle, c'est le point de vue spatial du pollinisateur qui arrive sur la fleur. Et parce que, et c'est ce qu'on voit très bien, et tu le décrirais beaucoup mieux que moi, mais voilà, ce chemin de taches, cette traînée jaune, l'ouverture vers L'étape d'après. Le fond du tube. Le fond, ouais, voilà, le fond du tube. J'espère qu'il y avait un terme un peu plus chantant, mais donc le fond du tube, voilà, qui est l'endroit où va être le nectar, mais qui va permettre, il faut que l'entrée soit très étroite pour que le pollinisateur puisse soit saupoudrer de pollen, etc. En fait, c'est très étrange ça aussi. Enfin, j'essaie de vous troubler autant que je suis troublée. C'est-à-dire que on sait que c'est comme ça que la fleur est censée être vue quand on prend une photo. Sauf qu'en fait, elle est censée être vue essentiellement par d'autres. Parce que nous on ne change pas grand-chose avec... Enfin, malheureusement, si, on change beaucoup de choses à l'existence des fleurs, avec l'industrie des fleurs. Mais on va dire que dans la reproduction, la sexualité de la fleur, voilà, le pollinisateur est le premier intéressé. Et donc c'est comme si on savait dans notre corps d'être humain que c'était comme ça, et comme si on savait qu'on essayait presque d'entrer à notre tour dans la fleur, comme si on était une abeille. Donc ça aussi c'est très troublant. On se dit jamais on va prendre la fleur de côté par exemple. Enfin, peut-être que ça arrive juste par subversion de la forme habituelle, mais on sait que là, et du coup c'est comme s'il y avait une perspective, moi c'est ça qui m'a troublée, c'est comme s'il y avait une perspective qui était intrinsèque à ce qu'était la fleur. C'est comme si du coup on voyait la fleur comme une relation qu'elle est, puisque c'est vraiment une sorte de pont jeté entre la plante et un insecte ou un pollinisateur en général. Et donc c'est comme si on vivait à ce moment-là, on vivait le fait que la fleur était un appel, une relation, un pont, et qu'on savait qu'elle était vue comme ça, et que c'était cette perspective qui comptait pour elle, et que du coup c'est celle qui est juste au moment où on la rencontre. Ça c'est troublant. Peut-être juste pour rebondir, parce que c'est vrai que c'est fascinant, et que tout ce que tu as développé dans ton travail autour de ça est vraiment extraordinaire, à la fois d'un point de vue d'un scientifique comme moi, mais aussi de la lecture de l'histoire de l'art de ces fleurs. J'ai dressé un tableau un petit peu rapide tout à l'heure sur ces relations entre insectes et plantes, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est récemment, grâce aux UV, qu'on a commencé à comprendre que les insectes, évidemment, ne voyaient pas les fleurs comme nous, on les voyait, que là, ce qu'on perçoit, nous, c'est ce qu'on appelle les guides à nectar, ces traces jaunes qu'évoquait Estelle, ces points, etc. Bon, ça, c'est ce que nous, on perçoit avec nos yeux, mais un insecte avec une vision UV, comme
Une abeille, par exemple, va voir vraiment des traits très très forts qu'on ne perçoit pas. Et puis, il y a tout un code de couleurs. Là, on va arriver dans une semaine, dans 10 jours, vous allez avoir les marronniers en fleurs, enfin, ça va être le début de la floraison. Vous regarderez, vous verrez peut-être plus les fleurs de marronnier comme avant, et tant mieux. Les fleurs, quand elles ouvrent, elles sont jaunes. Il y a une macule jaune au cœur de la corolle. Quand l'insecte est passé et que la pollinisation a eu lieu, le jaune se transforme en magenta, une espèce de magenta mauve un peu foncé. Et ça, c'est un code qui n'est plus un code d'appel. L'appel, c'est quand on était en jaune, et le magenta signifie « ne viens pas faire le travail, cher insecte, il a déjà été fait, je n'ai plus rien à t'offrir ». Pour que l'effort du pollinisateur se porte essentiellement sur les fleurs à polliniser et qui ne perdent pas d'énergie à aller visiter des fleurs qui ont déjà été visitées. Donc ce code d'interaction, ce langage des fleurs, non pas à la façon de Charles de la Tour, comme on en parlait tout à l'heure, très anthropomorphique et très dans cette forme symbolique, il existe véritablement, seulement on n'a pas toujours les clés, ou simplement le temps, ou l'envie de s'arrêter et d'observer. Mais c'est des choses très subtiles que malheureusement on ne peut pas percevoir, nous, humains, dans la parfaite complétude. Et peut-être pour parachever cette conversation, j'aurais aimé peut-être tirer un dernier fil de ce lien entre fleurs et création, et notamment entre fleurs et la création de Saint-Laurent. C'est que par exemple, je ne sais pas si vous regardez là, j'aime bien les gens se tournent, ça me rassure. Vous voyez donc une femme qui porte un manteau qui est couvert de fleurs. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a une volonté ornementale, les fleurs c'est joli, ça plaît, c'est coloré, etc. Mais il y a aussi une espèce de corrélation qui est effectuée et évoquée par Saint-Laurent, où finalement la femme serait une femme fleur, et du coup on l'associerait, comme on disait, à des critères de beauté, à des dimensions liées à la sexualité, liées aussi à un peu cet aspect de danger, de tentation qu'on évoquait. Et effectivement, donc en fait finalement tout ce foisonnement discursif autour de la fleur, il est exaltant, mais de temps en temps il est un peu, paradoxalement, bien qu'il soit très riche, il est réducteur. Parce qu'on va toujours aller un peu dans les mêmes directions, on va emprunter les mêmes avenues, les mêmes sentiers bien battus. Et du coup, en fait, finalement, on va rester dans une dimension très restrictive de cette mythologie de la fleur, notamment dans le lien avec la femme. Et évidemment, ici, là, l'éléphant dans la pièce, c'est le cas de Georgia O'Keeffe, que vous pouvez voir ici, et toute cette narration qui a été effectuée autour de Georgia O'Keeffe et des fleurs, avant de retourner à cette image pour vous donner quelques fleurs de Georgia O'Keeffe qu'on a fortement associées à des tropes sexuelles, mais Estelle, vous n'êtes pas d'accord. Oui, alors je veux bien qu'on revienne sur le portrait de Georgia. J'aime beaucoup cette... je ne sais pas si vous êtes familier avec les représentations photographiques de Georgia O'Keeffe. Notamment les photographies prises par son mari Alfred Stieglitz, qui était photographe. Mais j'ai beaucoup aimé cette photo quand je l'ai découverte parce que je me suis dit que c'est complètement à rebours de l'image habituelle que nous avons d'elle, qui est une image d'elle extrêmement sexualisée. Elle est souvent nue, ou en tout cas partiellement dénudée. Et ce n'est pas sans lien avec l'interprétation majoritaire qui a été faite de ces peintures florales, qui, depuis le début, dans les années 20, 1924, la première exposition, jusqu'à la fin de sa vie, ont été interprétées massivement comme étant des sexes féminins ou des sexes masculins humains, suivant la forme des fleurs. Et il y a quantité de textes là-dessus de l'époque, c'est très troublant. Et Georgia O'Keeffe, la singularité, c'est que dès le début, elle n'est pas d'accord avec cette interprétation. Elle dit, en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. Alors évidemment, voilà, chacun interprète les œuvres des artistes comme il le souhaite. Mais ce qui est troublant, c'est que malgré ces protestations, cette interprétation est restée vraiment très monopolistique. Ce qui est un cas assez rare en histoire de l'art, au sens où on aurait imaginé qu'elle vienne se composer avec d'autres interprétations. C'est le cas, mais vraiment à la marge, on va dire. Et donc, ça m'a beaucoup intriguée, surtout quand on lit ce qu'elle écrit. Peut-être tu peux mettre les citations de... voilà, elle dit... Eh bien, j'ai fait en sorte que vous preniez le temps de regarder ce que j'ai vu, et quand vous avez pris le temps de remarquer ma fleur, vous avez projeté sur elle toutes vos associations personnelles à propos des fleurs, et vous écrivez sur ma fleur comme si je pensais et voyais ce que vous pensez et voyez de la fleur, et ce n'est pas le cas.
Et ensuite, elle dit ensuite aussi une fleur est relativement petite, chacun associe beaucoup de choses à une fleur, à l'idée de fleur, mais en un sens, personne ne voit une fleur, vraiment. Ou elle dit aussi, on prend rarement le temps de vraiment voir une fleur. Elle dit quelque chose de très joli, elle dit, voir une fleur, c'est comme se faire un ami, ça prend vraiment du temps. Et donc c'est pour ça que la première photographie d'elle m'a beaucoup plu, parce qu'en fait on la voit au travail et on voit, c'est-à-dire après bien sûr on peut interpréter les œuvres comme on veut, mais en tout cas on voit ici qu'il y a quand même, on retrouve que finalement elle appartient à cette famille qu'évoquait Marc depuis Van Eyck, Dürer, Vinci et les autres, qui ont ce souci d'observation des fleurs de très près. Elle avait aussi une grande pratique du jardinage, donc je veux dire c'était quelqu'un pour qui les fleurs avaient une existence autre que symbolique. Ce qui m'a intéressée, je vais essayer de, parce que je voudrais dire deux choses, j'essaie de voir comment je peux les associer ensemble pour ne pas prendre trop de temps. Et donc voilà, ce que je prends, première chose, c'est que du coup j'ai essayé de développer dans un de mes livres une interprétation qui n'a pas pour vocation de balayer complètement l'interprétation sexualisante, mais plutôt d'ouvrir l'imagination à autre chose aussi potentiellement, et qui ferait justice aussi à ce vers quoi elle a l'air de pointer, et qui est donc l'idée de voir vraiment une fleur avec cette idée qui maintenant va vous paraître très évidente après avoir entendu Marc et moi, qui est que peut-être ces fleurs qui sont très singulières dans la peinture florale parce qu'elles sont énormes en gros plans, à partir des quelques exemples que je vous ai montrés, vous voyez à quel point ça fait vraiment rupture dans la représentation, qui sont plutôt des plans auxquels on a l'habitude en photographie botanique, mais très rarement en peinture, pas en peinture avant elle, en vérité. Et donc, j'essaie de développer cette interprétation que ce qui est... Et si Georgia O'Keeffe nous donnait à voir les fleurs du point de vue des pollinisateurs, et que ça expliquerait l'ensemble des choix formels très très étonnants qu'elle fait, et que c'est aussi, ça n'expliquerait pas seulement le fait qu'on les voit de si près, comme si on arrivait vraiment en survol au-dessus des fleurs, etc., mais ça expliquerait aussi l'intensité, c'est-à-dire qu'elle essaie aussi de nous faire vivre cette expérience qui, bien sûr, est une traduction, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement être un bourdon, on ne sait pas la relation étroite d'un bourdon avec sa fleur. Mais étant donné que c'est quand même un point saillant du monde pour le bourdon, qui est essentiel à son existence, de la même manière que le bourdon est essentiel à certaines fleurs, on peut imaginer qu'il y a quand même une certaine intensité de la rencontre, qui est peut-être pas comparable à nos formes d'intensité, mais en tout cas que ça compte, que c'est une information qui fait rupture dans le tissu quotidien. On se fuit dans une prairie, et tout d'un coup je vois ma fleur, parce qu'en plus les pollinisateurs sont associés étroitement ne pollinisent pas toutes les fleurs différemment, bien sûr. Et donc, peut-être aussi l'intensité qu'on a devant ces fleurs d'O'Keeffe est aussi liée à cette tentative de nous restituer la fleur du point de vue comme relation avec son pollinisateur. Et c'est ce point-là, à faire boucler, ça y est, j'ai trouvé le lien, c'est ce point-là, pour boucler avec ta question, Sarah, qui fait que, à mon sens, effectivement, c'est toujours embêtant d'associer les... Enfin, c'est toujours embêtant. Il y a quelque chose d'un peu... Oui, un petit peu tracassant, le fait d'associer tout le temps les femmes aux fleurs. Si on voit les fleurs comme ces choses extrêmement belles, inoffensives, ornementales, qui font bien, qui sont superflues, comme si la beauté était superflue. Alors que si on arrive à repenser les fleurs du point de vue de leur relation avec les pollinisateurs, on pourrait conserver l'association avec les femmes pour le meilleur, à savoir que cette relation de coévolution entre pollinisateurs et les fleurs, et je vais laisser Marc en parler pour finir, parce que c'est vraiment à mon avis, quelque chose de très important, c'est vraiment un des piliers de notre monde commun, parce que aujourd'hui, je n'ai peut-être pas le bon pourcentage, mais 70% des espèces végétales sauvages et cultivées en France sont des plantes à fleurs.
C'est-à-dire que notre vie, à nous humains, mais aussi tous les autres êtres vivants, animaux autour de nous, dépendent de façon intrinsèque des plantes à fleurs, que ce soit pour se nourrir, pour s'abriter, pour fabriquer toute sorte d'objet dont nous avons besoin. Et donc, c'est vraiment, les fleurs ne sont pas du tout quelque chose ni d'ornemental ni de superflu, c'est vraiment un pilier invisible du monde. Et donc, ça redevient tout à fait acceptable d'être comparé à une fleur en tant que femme. Si on tient ça en tête, si on a ça en tête. Et du coup, c'est une sorte de double conversion du regard à faire, une sorte de cause commune entre les fleurs et les femmes, de mon point de vue. Et qu'il faudrait... il faut le garder en tête. Je trouve que c'est plutôt chouette d'avoir fini par ce détour pour dire que finalement le patriarcat avait contribué quand même à créer des imaginaires, des stéréotypes plutôt négatifs et même à réduire les fleurs. Donc merci. Est-ce qu'on a une question? Si je peux rajouter juste une petite chose, je sais qu'on a un temps très court et qu'on a explosé les temps et je suis navré. Je voulais juste vous dire pour terminer sur cette relation insecte-fleur et ce qu'on en comprend et ce qu'on en sait, que les scientifiques travaillent déjà au scénario d'après. Je vous évoquais le rôle évolutif extraordinaire que les plantes et les fleurs ont joué dans l'histoire du végétal. Aujourd'hui, comme le disait Estelle, vous le savez, les insectes sont en effondrement total, et donc il y a une rupture de lien évolutif fondamental entre l'évolution du végétal par la fleur et le rôle que les insectes jouent dans leur diversité génétique et dans leur évolution, et que ce lien est en train de se rompre aujourd'hui. Et donc, quel sera l'avenir du monde végétal, et donc du monde animal, incluant l'humain, et donc des écosystèmes, quand ces insectes ne seront plus là pour assurer la fécondation et la diversité des fleurs? Quel sera le monde de demain quand les insectes auront disparu et que le végétal sera orphelin? Ben, c'est encore une histoire à écrire sur laquelle on travaille, mais les scénarios sont difficiles à établir. Donc définitivement beaucoup plus important qu'un simple attrait décoratif ou passager. Merci beaucoup. Merci.